Nous devons commencer notre examen du système respiratoire au niveau du nez, le portail de ce système. Nous pensons toujours à la capacité du nez pour pouvoir détecter les odeurs. Il a cependant une autre fonction très importante. Le nez transforme l'air que nous respirons afin qu'il devienne adapté aux poumons. Il possède une merveilleuse conception aérodynamique. Il fonctionne comme un parfait appareil à air conditionné équipé à l'intérieur de filtres spéciaux. La structure en boucle du nez permet à l'air de tourner à l'intérieur. L'air est alors réchauffé et humidifié par le mucus nasal. Les vibrisses à l'intérieur du nez fonctionnent comme un filtre à air. Quelques 20 000 milliards de corps étrangers, tels que la poussière, les bactéries et le pollen, sont piégés par ces vibrisses dans les narines. Les particules nuisibles qui arrivent à traverser ces obstacles sont attrapées par un second mécanisme de défense, les sécrétions connues sous le nom de mucus. Le mucus et les cils. Le tractus respiratoire supérieur et la trachée sont recouverts par une substance visqueuse et glissante appelée le mucus. Ce mucus garde les voies aériennes humides. Il empêche aussi les substances nuisibles d'atteindre les poumons. Le mucus est assisté par les cils. Chacun de ces cils est un propulseur mobile qui transporte le mucus avec les corps étrangers qui sont accolés jusqu'au pharynx. Là, ils sont avalés ensemble avec les corps étrangers résultant du réflexe de déglutition et sont détruits par l'acide contenu dans l'estomac. Alternativement, ces corps étrangers peuvent être expulsés par la toux. Une toux violente peut atteindre une vitesse de plus de 960 km/h. C'est l'une des évidences que de sérieuses précautions ont été prises pour protéger le système respiratoire. Il y a un autre point qui doit être considéré. Les cils dans le conduit nasal transportent le mucus vers le bas. Les cils dans le tractus respiratoire supérieur en contrepartie font des mouvements vers le haut. Dans les deux régions, les corps étrangers sont transportés vers le pharynx. Les 1000 milliards de cils dans les deux régions différentes connaissent parfaitement l'orientation du pharynx. Une inspection de près révèle un important miracle ici. Les cils sont de minuscules structures sans yeux, ni oreilles, ni cerveau. Donc, comment ces structures aveugles, sourdes, connaissent-elles le lieu du pharynx? Tous ces milliards de cils bougent ensemble dans la même direction. Qui a enseigné à tous ces cils de se mouvoir dans la même direction comme un seul cil? Considérons pour un moment un seul de ces cils. C'est un être vivant. Depuis sa venue au monde et tout au long de sa vie, il a une seule fonction. Il accomplit cette fonction sans relâche, il transporte la couche de mucus au pharynx. Quand on examine de près la structure des cils, on se rend compte du degré du miracle auquel on assiste. Sous le microscope, les cils ressemblent à de simples minuscules cheveux, mais ils sont en réalité une merveille de conception et d'ingénierie. Et ils sont d'une telle complexité que les milieux qui défendent la théorie de l'évolution ne peuvent l'expliquer. Neuf chaînes différentes de protéines ont été mises ensemble de telle façon à former un cylindre. Les deux protéines au centre sont le générateur central du mouvement du système. Les protéines dynéine et nexine, placées au milieu de la chaîne protéique, représentent les moteurs nécessaires pour le mouvement. Grâce à ce système complexe que les scientifiques n'ont pas totalement élucidé,
Les cils tournent à une vitesse de 20 battements par seconde. La conception des cils ne peut être expliquée par la théorie de l'évolution, car le système fonctionne seulement si tous les composants sont présents. Il est impossible qu'ils se soient développés par phases successives, en d'autres mots, qu'ils aient évolué. Un autre point ne doit pas être oublié. Les cils n'ont pas de rôle qui leur est propre. Ils ont besoin de travailler ensemble avec la couche de mucus pour protéger la vie humaine et empêcher l'entrée de corps étrangers. Le mucus aussi se révèle être une merveille de conception quand on l'examine de près. La couche de mucus est plutôt mince. Sur l'écran, la couche de mucus est plutôt mince. Sur l'écran, vous pouvez voir une règle de 30 cm. Maintenant, jetons un coup d'œil sur 1 mm de cette règle. Divisons ce millimètre en 600 parts. 1/600e du millimètre est si petit qu'on ne peut l'imaginer. C'est l'épaisseur de la couche de mucus qui protège votre santé. 1/600e du millimètre. Plus encore, cette couche mince se divise en 2 sous-couches séparées. La couche du bas est plutôt glissante. Ceci permet aux cils de transporter le mucus dans une direction particulière. La couche du haut, en d'autres mots, la couche de sauvetage, est plutôt visqueuse, ce qui lui permet de piéger les corps nuisibles. Ces 2 couches ne se mélangent jamais ni ne changent de place. La plus grande partie de la traversée jusqu'au poumon se passe dans la trachée. La structure de la trachée est un autre exemple de la conception parfaite du corps humain. Les murs de la trachée sont soutenus par des anneaux de cartilage en forme de C. Ceci permet des mouvements dans différentes directions. Si la trachée était faite seulement de chair, elle serait assez molle, ce qui conduirait à de constantes obstructions. Ceci nous rendrait la respiration impossible. Si elle était faite de quelque chose d'aussi dur que l'os, nos mouvements en seraient très réduits. Cependant, la structure cartilagineuse de la trachée est parfaitement adaptée à tous les types de mouvements et elle reste toujours ouverte grâce à sa flexibilité. Il y a une autre disposition très spéciale, juste à l'entrée de la trachée, qui nous sauve la vie chaque fois que nous sommes en train de manger. Il y a un petit rideau de cartilage élastique, appelé l'épiglotte, juste à l'entrée de la trachée. Ce rideau ferme automatiquement l'entrée de la trachée durant la déglutition. Durant les milliers de repas que vous avez mangés, depuis votre plus tendre enfance jusqu'à ce jour, vous avez avalé des dizaines de milliers de fois. Et à chaque fois, ce petit rideau a fermé la trachée juste au bon moment. Même si vous êtes inconscient de sa présence et ne pouvez exercer aucun contrôle sur lui, ce petit rideau vous a sauvé la vie en fermant l'entrée de votre trachée juste au bon moment. Les poumons consistent en des bronches divisées en des centaines de tubes différents. Au bout de chacune de ces bronches, il y a des alvéoles ou des sacs à air de la taille d'une tête d'épingle. Il y a quelques 300 millions de ces sacs à air dans un poumon sain. Leur surface totale est équivalente à l'air d'un court de tennis. L'air qui passe par les bronches remplit les alvéoles. Les alvéoles sont recouvertes par un dense réseau de capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins.
Les alvéoles et les capillaires sont séparés les uns des autres par une membrane très fine. Cette membrane permet l'échange gazeux entre le sang et l'air. Le dioxyde de carbone du sang malpropre et l'oxygène de l'air sont échangés ici, et le sang malpropre est nettoyé dans les alvéoles. Les alvéoles se gonflent à chaque inspiration et retournent à leur forme initiale à chaque expiration. La surface interne des alvéoles est tapissée par une fine couche d'eau et les molécules de cette eau créent une tension de surface. La tension de surface dépend étroitement des forces de cohésion entre les molécules de l'eau. La tension de surface formée par l'eau et tapissant les alvéoles va normalement mener les alvéoles à se coller à la fin de l'expiration. Pour cette raison, nous devrions normalement dépenser une énergie énorme et souffrir considérablement pour regonfler les alvéoles collées à chaque respiration. Cependant, nous menons à bien notre respiration avec un confort parfait. Donc, quel est le secret derrière tout cela? Les scientifiques qui ont essayé de rechercher une réponse à cette question ont rencontré un très important miracle ici encore. Un organe de soutien a été placé à l'intérieur de chacune des 300 millions d'alvéoles pour servir le corps humain. Ces organes sont connus sous le nom de cellules de type 2. Les cellules de type 2 produisent une substance très spéciale appelée le surfactant et la déploient à l'intérieur de la surface de l'alvéole. Le surfactant est une molécule spécialement conçue pour réduire la tension de surface de l'eau. Grâce à cette molécule, les alvéoles sont préservées de s'effondrer vers l'intérieur. Jusqu'à ce point, nous devons considérer les choses attentivement. Les cellules de type 2 ne possèdent pas des yeux, pas d'oreilles, pas de cerveau ou de capacité à réfléchir et sont invisibles à l'œil nu. D'autres cellules de soutien sont localisées à l'intérieur de l'alvéole. Les macrophages, par exemple. Tout corps étranger qui arrive à passer les précautions de sécurité dans le tractus respiratoire supérieur et à atteindre les poumons représente un sérieux danger. Les macrophages engloutissent ces corps étrangers qui entrent dans l'alvéole et ainsi protègent notre santé. L'hémoglobine. L'oxygène contenu dans l'air, qui entre dans l'alvéole, rencontre les cellules responsables de son transport lorsqu'il se mélange au sang. Il s'agit des globules rouges. Il y a une protéine très spéciale dans les globules rouges, l'hémoglobine. Chaque globule rouge contient quelques 250 millions de molécules d'hémoglobine. Cette protéine, appelée l'hémoglobine, est une merveille de la création spécialement conçue pour prendre en charge l'oxygène. Elle contient 4 atomes de fer. Ces atomes attirent l'oxygène comme un aimant, et c'est ainsi que l'oxygène est transporté tout au long de son voyage dans le sang. Quand elle atteint les tissus ayant besoin d'oxygène, l'affinité de l'hémoglobine pour le fer diminue grâce à bon nombre de systèmes spécialement conçus. L'oxygène est ainsi libéré par l'hémoglobine des globules rouges et il est délivré aux cellules qui en ont besoin. Le dioxyde de carbone, qui est produit par les cellules, est aussi transporté aux poumons par l'hémoglobine et les systèmes complexes. Le dioxyde de carbone, amené aux poumons, est éliminé du corps à ce stade. Cet échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone se poursuit à chaque instant tout au long de la vie. Examinons maintenant de plus près ce système.
follicule d'hémoglobine est une protéine faite de 564 acides aminés. Dans la région centrale, il y a 4 atomes responsables du transport du fer. La structure tridimensionnelle de l'hémoglobine et la séquence des acides aminés ont été spécialement conçus pour le transport d'oxygène. L'altération de n'importe lequel de ces acides aminés ou de la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine signifiera l'incapacité de transporter l'oxygène et donc la faillite à sa mission. Néanmoins, comme l'hémoglobine, les sous-systèmes qui travaillent avec elle possèdent aussi une conception impeccable. Par exemple, l'hémoglobine et l'oxygène sont liés très fortement entre eux au niveau des poumons. Pourtant, ce lien s'affaiblit au niveau des tissus qui ont besoin d'oxygène, et l'oxygène est libéré par l'hémoglobine. Le système a été planifié dans ses moindres détails. Si le lien entre l'oxygène et l'hémoglobine au niveau du poumon n'était pas suffisamment fort, l'oxygène ne pourrait pas se combiner à l'hémoglobine. Le cerveau. Le cerveau est le centre de commande de tout le processus de respiration. Les nerfs dans la moelle envoient des commandes aux muscles entourant le grille costal pour se contracter pour 2 secondes. Lorsque les muscles se contractent, les poumons se remplissent d'air. Puis, les signaux nerveux de la moelle sont coupés pour 2 secondes. Les muscles se relâchent alors. L'air dans les poumons est alors expulsé lorsque les muscles reviennent à leur forme initiale. Le contrôle de la respiration est donc indépendant de ma propre volonté. Quand les muscles travaillent, plus que dans les conditions normales, ils consomment plus d'oxygène. Quand le niveau de l'oxygène dans le sang tombe, le niveau de dioxyde de carbone monte. Les cellules musculaires sous pression libèrent l'acide lactique. Les récepteurs de l'oxygène, du dioxyde de carbone et de l'acide lactique dans différentes régions du corps sont sensibles à ces changements et envoient des avertissements au centre respiratoire dans le cerveau. Quand les avertissements atteignent la moelle, les neurones respiratoires envoient des ordres aux muscles thoraciques pour leur recommander de travailler plus rapidement. D'autre part, d'autres mesures sont prises dans le corps. Le cœur commence à battre plus rapidement, par exemple. Les pores cutanés sont ouverts pour contrebalancer l'augmentation de la température corporelle. Ils essaient de rafraîchir le corps. Quand la pression dans les muscles est levée, tous les systèmes reviennent progressivement à leurs conditions normales. Ces systèmes, interconnectés et parfaits, travaillent et servent le corps indépendamment du contrôle individuel, de la volonté ou de la connaissance de la personne. Dans ce film, nous avons vu le miracle du système respiratoire. Le système à air conditionné dans le nez, les mécanismes protecteurs dans le tractus respiratoire, les cils qui servent pendant toute la durée de la vie, le mucus qui travaille côte à côte avec les cils, la conception dans la trachée, le rideau qui vous empêche d'étouffer quand vous mangez, l'air de la taille d'un court de tennis dans votre poitrine, les alvéoles pas plus grandes qu'une tête d'épingle, les cellules spéciales à l'intérieur de ces alvéoles, les globules rouges responsables du transport d'oxygène, cette protéine miraculeuse qu'est l'hémoglobine, l'attirance entre l'oxygène et le fer et la façon dont cette attirance est modérée.